Alors, bonjour, ici Marianne Hogan et bienvenue à En route vers Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui j'ai le goût de vous parler des bars caféinés, les bars énergétiques de NAC, parce que je sais pas pour vous, mais moi je cours souvent le matin, très tôt, avant de me rendre au travail, puis j'ai pas toujours le temps de me prendre un café. Je me lève puis je pars courir, mais j'apprécie courir avec le petit kick que la caféine m'amène. Les bars énergétiques de NAC sont parfaites pour ça parce qu'avec 65 mg de caféine, on a l'équivalent d'un espresso. Fait qu'inquiétez-vous pas, la barre caféinée, là, vous la prenez pas puis là, votre cœur se met à pomper. On n'est pas là du tout, on est dans l'équivalent d'un espresso. Puis en plus, on a tout le reste qui vient avec l'ultra énergie de NAC. Donc on a 7 grammes de protéines, 28 grammes de glucides. On a le ratio 4 pour 1 idéal que NAC met dans toutes ses barres. Mais en plus, on a le petit kick d'espresso. Moi, j'adore, c'est ma recette. Je commence ma sortie du matin avec ça. Il fait froid dehors, on a la frontale, on est l'hiver, c'est tough, mais on a le petit kick de caféine, ça nous donne l'énergie pour sortir dehors puis affronter ça. Puis en plus, on a deux sortes. On a la saveur mocha, la saveur caramel macchiato. J'essaye de vous dire c'est laquelle ma préférée, je suis pas capable. Donc essayez ça, allez sur le nacbar.com, choisissez le pack variété caféine parce que vous allez pouvoir goûter aux deux sortes avec ça. Bien sûr, si c'est votre premier achat, vous utilisez le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais. Vous prenez ça, vous prenez votre bar, vous allez courir, vous avez votre kick de caféine, vous allez capoter. Merci NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 135e épisode de Pas sorti du bois. Là, c'est une semaine bien spéciale parce qu'on a suivi l'an passé Marianne, Mathieu qui accomplissaient des grandes choses dans le trail. On le sait que vous êtes des amis depuis longtemps. Puis là, vous partagez une semaine ensemble de Pas sorti du bois. J'ai le plaisir de recevoir le duo à quelques jours d'intervalle. Marianne, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Ouais, on dirait que c'était planifié, notre back-to-back ici. C'était quasiment planifié, mais ce serait mentir de dire que ce l'était. Ouais. J'ai envie de te demander comment tu as trouvé mon épisode avec Mathieu. Il n'est J'ai pas hâte de encore l'écouter. sorti. J'ai hâte de l'écouter. Hey, je suis content de te parler, ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au Noctem, donc fin novembre, mi-novembre. Fait qu'on a sauté le mois de décembre. Il était plus que temps qu'on se rassoie pour jaser de trail, jaser de toi, de ta saison, qu'est-ce qui s'en vient. Première question, Marianne, qu'est-ce que tu bois? Écoute, aujourd'hui, je suis sage quand même. Je bois un kombucha, mango et papaye parce que je reviens de 30 minutes du sauna où j'étais complètement à sec. Donc, je me suis dit qu'une bière, ça me réhydraterait peut-être pas très bien ce soir. Ça a été très sage de ta part. Je pense que c'était là. Je me sentirais mal que tu perdes un peu connaissance ou que tu te vacilles un peu comme ton entrevue post-Western State à cause que tu as pris une bière post-sauna. Ouais, je t'avouerai que ça ressemblait un peu à ça ce soir. Le retour à l'acclimatation. J'ai hâte qu'on en jase de ça. Moi, de mon côté, je suis allé avec, écoute, c'est funky au max. C'est une suricate framboise, une Berliner Weiss, avec un V, je pense, de Noctem, mes amis Noctem, partenaires du podcast. Un chat, la canette La est classique. psychédélique à souhait. Écoute, c'est multicolore, c'est très bon. Donc, une petite bière framboisée pour accompagner la discussion. Ben, cheers. Cheers à toi. Merci d'être là. Merci. Fait que là, je le disais, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On s'est vu à la Racine d'Or. Tout d'abord, félicitations pour cette racine que tu as ramenée à la maison. Écoute, merci. Ça fait de la belle décoration. Ça fait de la belle décoration pour ceux qui les ont pas vus. Là, ils ont des formes assez particulières, mais sont très jolies. Ouais, cette année, on n'ira pas plus loin, mais je pense que cette année, l'artiste avait choisi des branches qui avaient une forme particulière. Mais tu as remporté, tout ça pour dire, blague à part, la racine pour la performance la plus inspirante pour le combo Western State UTMB. Comment tu as trouvé ça, le gala La Racine d'Or à Beaumont? Ah, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai aimé ça que c'était en Estrie. Puis, je trouve que le format était très cool. Là. À la bonne franquette, là, tout le monde debout. On peut se prendre une bière. Tu sais, il y avait des intermissions. Je pense que vous avez fait un vraiment bon travail aussi à aller chercher des catégories qui étaient très variées. Donc, ça a tenu là, tout le monde un peu en haleine là, de savoir ce qu'il y avait par après. Donc, ouais, super belle soirée. C'était cool.
Une belle façon de célébrer la communauté, de commencer l'année en force. Exact, exact. Fait que là, on s'est pas parlé depuis novembre par rapport à la série En route vers Western State. Tu nous avais parlé la dernière fois de ton psoas qui tranquillement revenait. Comment ça va côté corps, côté remise de cette blessure-là, 2 mois plus tard? Ça va, écoute, j'ai toujours des séquelles, là. C'est sûr que je travaille au quotidien pour essayer de faire en sorte que la douleur disparaisse de plus en plus chaque jour. Mais je t'avouerai que c'est pas à 100% remis. Mais je me sens bien, là. C'est sûr que je me suis fait des gros entraînements ces derniers temps en prévoyant un peu qu'est-ce qui s'en vient. C'est sûr que j'ai poussé un peu pour essayer d'être le plus prête possible. Mais je pense que j'ai regardé ça, j'ai commencé à courir il y a peut-être 9 semaines maintenant. Donc, le turnaround était quand même assez court là, pour le prochain objectif, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Puis, l'idée, ça va être de ne pas réempirer la chose. Donc, là, tu l'as dit, ça fait 9 semaines que tu es dans un retour à un entraînement un peu plus soutenu. Tu dis que tu as encore des séquelles. Qu'est-ce que tu ressens comme ça au quotidien dans tes entraînements? Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que en déchirant mon psoas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que parce que j'ai déchiré le psoas, puis aussi un ligament dans l'articulation, et Mhm. puis ça a fait en sorte que tous les muscles autour se sont tellement solidifiés puis tellement rigidifiés que ça met la pression sur mon nerf sciatique. Et puis là, ça me crée vraiment beaucoup de douleur dans la fesse, et puis c'est une douleur qui se radie dans la jambe. Et puis malheureusement, c'est ça, c'est qu'après un certain nombre de kilométrages, ben il y a des certaines douleurs qui apparaissent, puis qui me donnent l'impression que ma jambe ne lève plus beaucoup. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail en rehab, autant avec le physio que la chiro, la semaine passée, pour te donner un exemple, là, j'ai vu un spécialiste chaque jour de la semaine. Donc, c'est sûr que j'y travaille, puis tu sais, j'essaie vraiment de faire en sorte que je fais tout en mon possible d'être de retour active, mais je t'avouerai que c'est plus long que ce que j'avais envisagé. Tu sais, quand on a fini l'UTMB, puis que je suis allée voir un médecin 2 jours après, puis ils m'ont dit 6 semaines. Je trouvais que les 6 semaines, c'était envisageable, mais là, ça commence à être proche de 6 mois, puis j'en vis encore un peu des conséquences. Donc, c'est intéressant, en fait. Est-ce que tu réussis à faire des entraînements là où tu voudrais être en ce moment? Je veux dire, tu dois faire des plus longues sorties. Tu sais, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu commençais à courir là en ce moment. Euh, Tu réussis à faire des longues sorties. Est-ce que tu réussis à les faire sans trop de douleur ou tu es dans le pain cave, même dans les entraînements? Ben, tu vois, la semaine passée, c'est la première fois que j'ai été capable de faire une longue course, puis j'ai passé au travers sans trop avoir de douleur. Je te dirais que la semaine d'avant, là, fallait que je coupe toutes mes courses parce que j'étais pas capable de dépasser un certain nombre d'heures, voire kilométrage avant qu'il y ait une douleur assez soudaine qui apparaisse. Mais honnêtement, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que des fois on a des douleurs, puis on sait pas trop d'où est-ce qu'ils apparaissent, mais on sait pas trop non plus comment est-ce qu'ils font pour disparaître non plus. Ça va dans les deux sens, donc j'essaie juste de faire en sorte que quand ça fait, tu sais, quand la douleur apparaît puis que vraiment ça commence à progresser, ben j'arrête, puis je me mets toujours dans une situation d'être capable de faire ça. Mais il y a quand même une progression, même si elle est pas aussi rapide que j'aimerais qu'elle le soit. OK. Bon, mais c'est quand même positif de manière générale. Ouais, Ça ouais, prend le bon bord. ouais, absolument. Là, on a de la belle neige au Québec. Est-ce que à travers les gros entraînements, la préparation pour ce qui s'en vient rapidement en février, as-tu réussi à sortir le splitboard et profiter un peu de l'extérieur? Ouais, j'ai sorti le speedboard puis j'étais super contente là. En fait, en fin de semaine, on a la super belle neige là, puis j'ai l'impression que depuis 3 jours, il fait que ça, neiger. Mhm. Fait que j'en ai profité. Puis ça, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai aucune douleur. J'ai vraiment aucune douleur ni au psoas ni à la fesse. Donc c'est encourageant, c'est certain, mais ça me permet aussi de faire des plus longues journées sans trop taxer mon corps. Et puis c'est l'objectif de l'hiver. Puis en même temps, ça nous permet de profiter là, de notre hiver québécois. Ben oui, d'aller chercher un peu de dénivelé sans douleur, c'est pas gênant, c'est le fun. Ça Non, pratique pour ce exact. qui s'en vient. Ouais. Parlons-en de ce qui s'en vient. Tu as annoncé ton calendrier de course, puis j'ai trouvé que c'était à ton image, dans le sens où j'ai l'impression que c'est des opportunités, des trips, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est trop centré sur la performance, puis il faut absolument que je fasse X courses en préparation de X courses, puis je sens que c'est plus libre à travers des projets qui semblent te challenger ou qui semblent t'allumer. Parle-nous de ce qui s'en vient à très court terme, mais aussi de ce qui va suivre jusqu'à ta Western State. Oui, absolument. Donc, en fait, dans 2 jours, je pars avec Mathieu
Joanie et Vincent de l'équipe de UTHC pour la tranche Charlevoix, en fait. On s'en va faire The Coastal Challenge au Costa Rica, qui est une course par étapes. J'imagine que Mathieu va l'avoir présenté au dernier podcast, mais bon, Un c'est petit une peu. course par étapes. Une course par étapes de 6 jours. Puis ce qui est vraiment cool, en fait, c'est que moi puis Mathieu, ça fait des années qu'on parle qu'on aimerait faire cette course-là. Et puis, on était dans les Alpes au mois de décembre et puis Joanie nous écrit pour nous demander si c'est quelque chose qui nous intéresserait de faire de Coastal Challenge. Puis moi, quand une opportunité comme ça nous tombe sur les genoux, je pense qu'il faut qu'on dise oui. Puis ce qui est drôle, c'est que je pense que c'était la 2e semaine que j'avais recommencé à courir. Donc j'ai dit oui en me disant que c'était bien en masse de temps là, pour me préparer. Et puis en rétrospect, je trouve que c'était quand même assez limité comme préparation, mais ça va nous faire du bien là, de partir un petit 2 semaines au Costa Rica, courir dans la jungle et puis faire une course par étapes. Là. Je t'avouerai que la dernière course par étape que j'ai faite, c'était la Transalpine, puis c'était quelque chose. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci. Puis, je la connaissais pas avant que l'équipe du Tranche-Charlevoix en parle, qu'il parle de cette équipe-là que vous allez y aller. Puis, je suis allé lire un peu, puis j'ai été surpris de voir que c'est là depuis. C'est la 19e édition, ça fait depuis 2004 que ça existe. Puis, à chaque année, il y a un gros niveau de compétition aussi. Il y a toujours, tu sais, il y a eu des Timothy Olsen, Aiden Hawks, des coureurs élites, des coureurs pros qui sont allés dans les dernières années. Ouais, ça semble être vraiment de un magnifique. Tu es au Costa Rica, il fait chaud, il fait beau, mais ça a l'air hyper challengeant. Parlons un peu du profil de ces journées-là, ces différentes étapes-là. Ouais, ben c'est en fait tu jongles toujours autour d'un marathon par jour puis 1500 mètres de dénivelé. Il y a des journées un peu plus courtes. Je pense que la plus longue journée, c'est un 55 kilomètres qui va certainement être challengeant pour moi aujourd'hui. Mais il faut se dire aussi que c'est en montagne. C'est pas la même chose que courir un peu en hiver ici aujourd'hui là et courir sur l'asphalte un 40 kilomètres continu. Donc ça va être assez challengeant. Donc, c'est 6 jours. En fait, le challenge numéro 1, c'est certain, c'est la chaleur. Il fait super humide au Costa Rica. Surtout à ce temps-ci, là, je pense que les températures sont très élevées. Mais je pense que le terrain, le dénivelé, tout ça, là, va faire en sorte que ça va être très intéressant. Et puis, c'est 6 jours d'affilée. Donc, je pense que ça va... c'est ça qui va faire en sorte que la difficulté va être un peu plus élevée, disons. Une belle grosse semaine choc en prévision de ce qui s'en vient. Exact, exact. Tu parlais de la chaleur. La Western State, on le sait, on avait parlé à une personne, on a fait un épisode complet sur l'acclimatation. Tu le disais en ouverture, tu reviens du sauna. Ça vient vite quand même. La course est du 4 au 11 février. On est dans l'hiver québécois. Là, il faut se préparer pour ça parce que vous arrivez combien de temps d'avance? Il n'y a pas une grosse acclimatation qui se fait là. Non, il n'y a pas une grosse acclimatation. Puis c'est certain que tu sais, pour certaines courses, surtout les courses qui sont les plus tu sais, nos courses A, disons, on a un certain degré de préparation qui est différent. Là, on fait notre possible, puis c'est sûr que tous les jours, on fait une session au sauna ici à Parc Santé, qui est en fait juste à côté de chez nous. Donc, c'est un centre où est-ce que je vais aussi chercher la chiropratie, donc c'est parfait. Mais c'est sûr que c'est pas le même niveau de préparation que j'avais pour la Western States. Évidemment, en fait, on arrive le mercredi, puis la course débute le dimanche. Donc, c'est assez short comme turnaround. Mais de l'autre côté, je veux dire, je pense que des fois, il faut aussi qu'on se lance dans des choses, puis qu'on regarde un peu comment le corps réagit. Et puis, ça peut, tu sais, le Costa Rica peut servir de préparation pour la Western States. Donc, il faut regarder un peu le bigger picture, puis pas trop focuser juste sur ça va être trop chaud, puis ça va être dur de s'adapter aussi rapidement. On va voir. En termes d'acclimatation, de là faire du sauna en prévision de cette course-là, d'aller 2 semaines dans des températures qui sont plus chaudes, plus humides, est-ce que c'est trop loin de la Western State pour que l'effet puisse être là? Tu sais, c'est quand même 4 mois, quasiment 5 mois entre les deux événements. Ça a-tu un effet, tu penses, sur l'acclimatation ou quand tu vas revenir, il faut que tu reprennes un processus standard comme si tu n'étais pas allé dans le show? Hein? Mais d'un point de vue scientifique, je pense que tu as raison de dire que c'est trop loin dans le temps. Par contre, moi, je trouve que le corps n'oublie jamais la douleur que tu vis ou les sensations que tu vis. Et puis, je pense que le plus de fois que tu te mets dans des situations inconfortables, le plus fort que tu deviens, puis le plus apte tu deviens à soutenir la prochaine épreuve. Donc, je pense que la chaleur qu'on va vivre au Costa Rica, ça va définitivement pas nous faire prendre un pas de recul là, pour la Western States. Et puis tous les deux, en fait, puisque Mathieu aussi se lance sur la Western States, je pense que tous les deux, on voit ça comme une période d'adaptation puis une opportunité d'aller jouer dans la chaleur.
C'est ça, Mathieu m'en a parlé aussi. L'année passée, en finissant troisième à l'UTMB, il y avait eu ce Golden Ticket-là parce que c'était les deux premiers, mais je pense que, je sais pas si c'était François ou Aurélien qui avait décidé qu'il n'allait pas à la Western. Donc, Mathieu s'était ramassé qu'un Golden Ticket, avait décidé de ne pas l'utiliser. Là, cette année, il termine deuxième, obtient son Golden Ticket, décide d'aller faire la Western. Toi qui l'as fait, vous qui êtes des amis proches, qui vous êtes des partenaires d'entraînement, est-ce qu'en ce moment, Mathieu te pose des questions sur la course? Est-ce que tu l'aides un peu? Est-ce que tu le prépares à ce qui s'en vient? Ben, je pense qu'il est vraiment trop tôt pour aller dans tout ce qui est la préparation plus accrue. Mais je pense que ça va être intéressant. Tu sais, avant l'UTMB, on a fait le tour de l'UTMB, puis Mathieu m'a donné tout plein Mhm. de scoops en quelque sorte là, pour me dire, tu sais, ici c'est le ravitaillement, ici tu devrais faire ci, ici tu devrais faire ça. Donc ça va être cool de pouvoir redonner la même chose à Mathieu. Là, c'est sûr qu'avant la Western States, on va aller courir le parcours, puis je vais pouvoir lui parler un peu des différents endroits. Mais en même temps, je veux dire, Mathieu, c'est quelqu'un qui est ultra préparé, puis ultra ingénieur dans sa Mhm. préparation. Donc j'ai peur que beaucoup de l'information que je lui donne, il me dise oui, oui, ça, puis en fait que ce soit lui qui me donne encore plus d'informations. Mais bon, on verra. Des approches différentes quand même. Ouais, absolument. Est-ce que c'est la première fois que tu vas au Costa Rica? Oui. Donc, découverte de pays en plus. Est-ce que c'est un peu ça l'objectif aussi derrière? Il y a la course, mais il y a l'expérience complète aussi d'aller visiter un nouveau pays, d'aller changer d'air. Ouais, absolument. Je pense même que pour cette course-ci, c'est plus l'objectif qu'autre chose, dans le sens c'est plus pour l'aventure. Parce que pour être honnête, au niveau de la performance, je veux pas dire que j'ai des doutes, mais c'est sûr que je suis pas le plus confiante que j'ai jamais été à me présenter sur une ligne de départ. Et on devrait dire que Cathy se relance aussi sur le Coastal Challenge, donc ça va être quand même assez intéressant. Mais l'objectif, comme je te dis, c'est vraiment pas de performer, mais plutôt d'aller vivre l'aventure avec l'équipe. Mais en sachant aussi qu'on sait jamais qu'est-ce qui arrive, hein. Des fois, c'est quand on est bien reposé qu'on est capable de faire en fait, qu'on est capable de faire de grandes choses. Donc, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, en fait. Bon, les sensations, première journée, deuxième journée, puis il faut s'économiser aussi. C'est 6 jours, c'est une longue course à étapes. Tu sais, on parle du Trans-Charlevoix, puis je pense qu'il y a une association entre les courses. Il y a Ouais, cette organisation-là, c'est Joanie aussi qui s'occupe du Trans-Charlevoix, qui s'en va organiser ce groupe-là avec Vincent Champagne dont tu parlais. Euh, exact. Ces 3 jours, là, on parle de 6 jours, c'est plus complexe. On a fait la Transalpine, c'était sur combien de jours? C'était 6 jours aussi, je pense. C'est OK. 6 ou 7, je me rappelle jamais, mais il me semble que c'était 6. On est sur du long effort. C'est quoi les trucs quand on termine la première journée un peu cassé, je suppose, parce que ça reste que c'est une longue sortie, même si c'est une course à étape, même si c'est 40 kilomètres, on finit un peu raide. C'est quoi les étapes? C'est quoi, toi, comment tu avais appris ça avec la Transalpine? Comment gérer le post-première étape en prévision de la seconde, la troisième, la quatrième? Ben, nous, on aime ça appeler ça nos rituels, là. Nos rituels d'après-course. On se fait un petit plan puis on l'exécutait à chaque fois, là. On allait passer beaucoup de temps sur le foam roller. C'est sûr que quand il y avait des massages, on essayait de se faire ça aussi. Mais vraiment, le plus important, puis je pense que moi, une chose aussi que j'ai appris pendant la Transalpine, c'est l'importance de la nutrition. Je pense que en fait, c'est différent, une course par étape, parce que quand tu penses à tout tu sais, le sucre que tu mets dans ton corps durant une course, ben imagine-toi que tu fais ça pendant 6 jours d'affilée, ben à la sixième journée, c'est sûr que que c'est différent. Puis moi, j'avais de la difficulté avec ça la dernière fois, donc c'est certain que c'est quelque chose que je veux changer cette fois-ci. Je pense qu'il faut qu'on diversifie un peu là, ce qu'on met dans notre corps, et pas juste puis c'est pas juste les carbs qui sont importants, évidemment. Il y a d'autres choses qui sont importantes là, pour pouvoir survivre à la semaine. Donc c'est vraiment, pour moi, ça a été la révélation là, de la Transalpine pour des choses que je pourrais améliorer sur une prochaine course par étape. Parce qu'on le sait, tu sais, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent que des fois, on a une course, une journée, c'est quelques heures, une dizaine d'heures, vingtaine, peu importe. On va souvent consommer beaucoup plus de sucre que ce à quoi on est habitué, puis c'est normal, on a besoin de ces carbs-là. Mais souvent, je le sais, quand je finis mes courses, j'ai le goût de tout sauf du sucré parce que là, je n'ai comme là de manger quelque chose d'aussi sucré. J'ai pas la dent sucrée dans la vie, mais c'est une course, c'est une fois, puis après ça, ça se rebalance, puis on mange plus salé ou on mange plus sain par après. Là, on est 6 jours de temps à consommer des produits qui, oui, souvent sont plus sucrés. On a besoin de ces carbs-là, mais il faut trouver d'autres manières. Est-ce que tu as déjà un peu réfléchi qu'est-ce que tu allais tester comme aliment, qu'est-ce que tu allais prendre à travers ton sucre pour avoir quelque chose de plus équilibré comme ce que tu racontes?
Oui, ben évidemment, c'est ça. Moi, je vais amener des aliments qui sont pas juste du sucre, là. Donc, je vais rajouter la poudre de protéines NAC. Je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça là, durant les ravitaux, mais c'est certain que c'est quelque chose que je vais vouloir prendre là, après chaque course. Mais ça va être vraiment aussi, moi, je parle pas juste pendant la course, mais tu sais, après la course, de manger des repas qui contiennent autre chose. Donc, durant la Mhm. Transalpine, l'erreur, c'était que souvent le soir, en fait, ce qui servait, c'est des pâtes. Mais pendant 6 jours d'affilée, des pâtes, quand tout ce que tu manges, vraiment, c'est du sucre durant la journée. Donc, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est sûr que je vais amener avec moi aussi d'autres choses, là, notamment soit du jerky ou je vais amener des noix. Tu sais, je veux vraiment diversifier, là, qu'est-ce que je vais manger pour pouvoir, là, garder un ventre qui fonctionne, là, pendant 6 jours. C'est sage. On apprend comme ça d'une course à l'autre. Ouais, Euh, exact. Après le Coastal Challenge, tu seras pas longtemps en arrêt parce que je voyais que ton prochain projet, ça vient en mars. Parle-moi du Speed Project. Ouais, donc je vais aller faire le Speed Project. En fait, le Speed Project, c'est une course en fait, une course qui est non officielle en quelque sorte. Elle part de LA et puis elle finit à Las Vegas. Et puis c'est une course qu'on fait en équipe. Donc c'est un relais en quelque sorte. Et puis moi, je participe avec une équipe de femmes qui est construite par Salomon. Mais c'est des femmes qui sont vraiment des quatre coins du monde avec des backgrounds complètement différents. Donc, par exemple, il y a des femmes qui viennent tout juste de commencer à courir. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher d'un enfant il y a peut-être 6 mois. Il y a une femme qui est amputée d'une jambe. Donc, ça va être vraiment une équipe qui est très diversifiée. Puis, ça va être intéressant de voir là, comment on peut se soutenir là, durant toute l'épreuve. Mais moi, j'adore l'idée, là. Moi, je suis allée à l'école à San Diego, puis le road trip San Diego-Las Vegas, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, ça va être intéressant, en fait, de le faire à la course à pied. Puis, ça va me donner une belle occasion, encore une fois, de retourner en Californie puis de profiter un peu du soleil là, au mois de mars. C'est quel type de terrain pour couvrir la distance? Ben, en termes de kilométrage, Ouais, mais est-ce que c'est 100% de l'asphalte? non, Ok, c'est ça. ben, non, mais c'est vraiment à chaque équipe de choisir par quel chemin ils veulent passer. Ok, tu fais le Donc, chemin que tu veux. ouais, tu fais le chemin que Ok. tu veux. C'est comme, c'est toi qui décides de, dans le fond, foutre du point A au point B, puis c'est tout ce que tu as à faire. Donc, il y en a qui vont choisir de passer par les trails, mais c'est sûr que, tu sais, ça dépend quand est-ce que tu arrives là. Est-ce que tu arrives là durant le jour, la nuit, parce que c'est dans le désert. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de logistique autour de ce projet-là. Et puis, on est une grosse équipe, là, évidemment. Je pense qu'on est 9 coureuses, devrais-je dire. Et puis, on est une grosse équipe de soutien, évidemment, là, pour faire tout ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux juste te lancer de manière broche à foin pour le faire. Mais j'imagine qu'en même temps, tu pourrais mettre Google Maps euh, Le chemin le plus euh, direct, le puis chemin le plus direct, puis on verrait qu'est-ce qui arriverait. comment vous vous préparez en termes d'équipe? Est-ce que vous avez des rencontres avant? Est-ce que vous allez choisir ce plan-là ou ça va se faire un peu à mesure que le défi avance? Non, en fait, donc, il y a une équipe qui est vraiment dédiée à la logistique, mais on a des rencontres, là, notamment pour apprendre à se connaître, là, ce qui est vraiment cool. Comme je te dis, c'est des femmes partout dans le monde, donc c'est cool. On a des petits Zoom calls là, pour donner un petit update sur nos trainings. Puis ce que je trouve vraiment le fun, en fait, c'est qu'on a commencé à avoir ces meetings-là quand moi-même, je recommençais à courir. Donc, j'avais vraiment l'impression de participer aussi à le retour à la course à pied. Puis c'était exactement ça que je vivais. Donc, c'est cool, mais j'ai hâte de pouvoir aller vivre ça. Là. Ça va être vraiment le fun. Puis après ça, Boston. Après ça, Boston, mais ce qui est cool avec Boston, c'est que je m'en vais à un camp d'entraînement avec Salomon au Portugal et je OK? reviens le samedi. Et puis, le marathon de Boston, c'est le lundi. Donc, pour tous ceux qui me demandent quels sont mes objectifs au marathon de Boston, pour être honnête, mon seul objectif, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible à mon frère. Mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je sais que les camps d'entraînement sont très, très élevés en volume. Donc, ça va être intéressant, mais tu sais, ça va être cool aussi de venir vivre le marathon de Boston là, avec mon frère puis mon meilleur ami. Donc, je pense que ça va être intéressant dans tous les cas. Une course familiale qui est un peu la continuité du marathon de Toronto que tu avais raconté au podcast. C'était quoi? C'était au printemps passé?
Ouais, c'était au printemps passé, puis c'est exactement ça. En fait, c'est les trois, on a fait le marathon de Toronto, pardon, et puis on s'est qualifiés, donc on s'est tous enregistrés pour le marathon de Boston, puis on va aller courir ça en gang, là, ça va être le fun. Puis en même temps, c'est sûr que c'est une bonne préparation pour la Western States en quelque sorte, là, aller chercher un peu de vitesse. Mais bon, c'est sûr que le timing du marathon est pas excellent là, en termes du camp d'entraînement, mais ça va être un bon défi. J'aime comment ce build-up-là entre maintenant puis la Western State est vraiment à ton image, dans le sens où je sens que c'est des expériences, des opportunités tripantes qui vont au-delà de la compétition, au-delà du sport, tu sais, le Speed Project. J'ai hâte qu'on en reparle. Je veux dire, c'est fin mars, fait qu'on aura sûrement l'occasion de faire un en route dédié sur ce sujet-là. J'ai même su qu'il y a une autre Québécoise qui va être dans le coin, puis ça se peut qu'on puisse faire une patente, un épisode avec cette personne-là. On se garde des scoops pour plus tard. Oui, Mais c'est bon. je trouve ça le fun que ça soit à compétitif ou en tout cas dans une optique qui est complètement différente. Je suppose que quand on a une saison éclatante, là, la semaine passée, c'était le festival des top 10, puis tu ressortais partout. Tu sais, ta saison a été exceptionnelle, puis ça a été célébré, puis ça a été reconnu par le sport, par la communauté. C'est beau de voir ça. Je pense que les opportunités de faire des courses hyper compétitives, les courses de l'UTMB World Series et tout ça, il aurait pu avoir ça. Puis là, on va complètement ailleurs dans quelque chose qui est, j'ai l'impression à ton image, est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. T'as vraiment raison, mais je pense qu'il faut respecter le fait que, ben là, on n'a pas parlé des deux, tu sais, les deux plus gros objectifs de ma saison qui vont demeurer la Western States et l'UTMB. Mais c'est important parce que c'est sûr que ça guide un peu le reste de mon année. Je pense que si je veux être capable d'accomplir ces deux courses-là, encore une fois, il faut que j'en fasse mes deux seules vraies courses objectives de l'année. Euh, Parce que c'est certain que quand tu cours un 100 miles, tu creuses dans des puits assez profonds et puis si tu donnes pas le temps là, d'en ressortir, ben c'est sûr que tu commences déjà plus bas au prochain. Donc je pense que il faut que je sois raisonnable dans mon dans ma façon de gérer mes prochaines saisons. Même si je dis ça, puis je sais que beaucoup de personnes trouvent ça déraisonnable que je me relance sur la Western States et l'UTMB en sachant qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais c'est ce que je veux faire et puis j'essaie de faire en sorte que je garde la notion de plaisir. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une opportunité comme ça m'est lancée, qui est surtout plus axée sur le plaisir et l'aventure, c'est sûr que je vais dire oui. Et puis une opportunité qui est lancée plus sur le niveau compétition, je pense qu'il est super important de savoir quelles sont tes priorités, puis qu'est-ce que tu veux focuser dessus pour que quand tu arrives sur la ligne de départ de cette course-là, ben, tu es prête à tout donner. Mais ceci étant dit, je pense que tu sais ce que je trouve important, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé tu sais, comment je me sentais par rapport à The Coastal Challenge au niveau compétitif. Puis je pense que c'est important aussi des fois de se lancer sur des objectifs, sur des courses quand on n'est pas au top de notre forme parce que ça nous développe en tant que personne, mais ça nous permet de vivre une aventure. C'est sûr que si je décide de faire des courses seulement quand je suis au top de ma forme, ben ça va être très limité là, ma saison. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut regarder vraiment les deux côtés de la médaille puis réaliser que tu sais, il y a d'autres choses que tu peux faire là, même si t'es pas au top de ta forme. Non, c'est clair. Puis le nombre d'histoires qu'on a entendues de gens qui, à tous les niveaux, que ce soit pro, élite ou amateur, où tu arrives sur une ligne de départ, tu es comme ah, aujourd'hui, je vais prendre ça vraiment cool parce que je le sens pas. Tu sais, je suis pas au sommet de ma forme, j'ai pas la préparation optimale. Puis finalement, journée parfaite, tout se passe. Puis, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis des fois, d'arriver avec un mindset à compétitif peut mener à des belles affaires. Puis peut-être que tu vas avoir eu du fun pendant 6 jours au Costa Rica, puis ça va être tout. Mais peut-être que tu vas avoir une journée que tu vas retrouver les sensations que tu as eues l'année passée dans tes grosses compétitions. Puis des fois, c'est le fun de retrouver ce petit côté-là aussi à travers une course amicale, à compétitive. Le challenge de la course, le challenge d'être au sommet de sa forme, puis d'avoir une bonne journée. Tu sais. Ouais. Oui, absolument. En fait, mes commentaires étaient surtout vers, tu sais, quand tu disais que j'aurais pu me lancer sur d'autres courses qui étaient plus compétitives. Donc, j'essaie vraiment de balancer un peu mon année pour que je puisse en profiter quand même. Tu sais, je pense que c'est mon point numéro un quand je bâtis ma saison en quelque sorte.
Je veux m'assurer que l'axe premier demeure le plaisir, puis la performance viendra par la suite. Donc, c'est pour ça que je bâtis mon programme comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup de mon programme, en fait, c'est qu'il est super varié. Il me permet de vivre des expériences de course à pied dans toutes sortes de formats, là. Et c'est sûr qu'en ce moment, je fais une course à relais, une course par étape, un marathon, puis 200 miles qui sont complètement différents. Donc, je pense que chaque course va me permettre d'aller chercher d'aller chercher quelque chose de différent. On en parle de ce combo-là, Western State UTMB. Tu l'as fait l'an dernier. Est-ce que dans l'entre-deux, entre le moment où tu vas finir la Western puis ton build-up vers l'UTMB, l'ayant vécu l'année passée, tu sais, je veux dire, tu as fait une préparation, est-ce que tu penses que tu vas adapter ta façon de faire? As-tu appris des choses que tu sais, tu vas faire la même chose parce que ça a bien marché ou le contraire, je vais faire complètement l'opposé parce que je pense que ça serait mieux de cette façon-là? As-tu appris là-dedans puis tu vas adapter? J'ai beaucoup appris, je te dirais oui. Mais je pense que la chose que je vais changer un peu, c'est ma préparation à la Western States. OK. Je pense que ma préparation pour l'UTMB, elle était assez bonne. Ce que je vais changer par contre, c'est probablement que je reviendrai pas au Québec là, entre la Western et l'UTMB. OK. Donc ça, c'est quelque chose que je vais changer entre la combinaison des deux, parce que je veux aller tout de suite jouer dans du dénivelé. Là. Je pense que c'est ça que, que je veux changer. Et puis pour moi, la Western, ce que j'ai trouvé que j'ai pas assez travaillé, c'est mes montées. Je pense que j'ai été beaucoup influencée par le fait que la Western, c'est un downhill course. Et puis ça a fait en sorte que je pense vraiment pas que j'étais forte dans les montées. Mais c'est difficile à juger aussi parce que je me sentais très malade là, l'année passée durant la Western States. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits détails comme ça que maintenant, en ayant couru les deux parcours, je le sais exactement quelles sont mes faiblesses puis qu'est-ce que je dois travailler plus. Et puis dans le cas de la Western, c'est ça. Et puis dans le cas de l'UTMB, je pense que ça demeure toujours un travail de réhabilitation là, que je dois faire, que je suis en train de faire aussi là, avec Charles Castonguay là, pour renforcer là, tous les petits muscles qui sont pas très bien utilisés dans mon cas. OK, c'est intéressant. Je change de sujet complètement. Je reviens d'une discussion dans un sujet très précis avec Mathieu. Ça a été intéressant de jaser de la Pro Trail Runners Association, de la volonté, des objectifs ambitieux de cette organisation-là, dont tu fais partie, si je ne me trompe pas. Oui. Puis on a parlé un peu de sponsoring et tout ça, puis on a vu dans la dernière année que tu es passé de l'équipe Salomon nord-américaine à là, l'équipe internationale. Pour une athlète de ton niveau, pour une athlète comme toi, qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là, cette équipe internationale-là? C'était une très bonne question. C'est sûr que pour moi, ça change tout parce que ça change la possibilité dans le sens que si je voulais me lancer seulement dans la course à pied, ben je pourrais le faire. Là. Donc, c'est sûr que l'opportunité est beaucoup plus grande dans l'équipe internationale, notamment au niveau euh, monétaire, si on veut. Et puis, c'est plus du point de vue que, dans le fond, tu pourrais en quelque sorte vivre de la course à pied. Et par la suite, ben c'est certain que tu es beaucoup, beaucoup plus encadré. Donc, quand tu es sur l'équipe internationale, c'est certain que tu as tout ce qu'il te faut, en fait, là, en termes de soins professionnels dont tu aurais besoin. Mais aussi, tu fais partie d'une équipe, comme là, j'ai parlé du camp d'entraînement au Portugal, mais c'est sûr que c'est pas le seul camp d'entraînement qu'on va faire. Donc, il y a vraiment du support à tous les niveaux. Puis, il y a énormément de support aussi au niveau de l'équipement. On s'en rend pas compte, mais Salomon fait un travail incroyable là, à nous donner les choses que nous avons tous besoin. Particulièrement, c'est quoi, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on serait capable quel morceau d'équipement t'aiderait à mieux accomplir ce que tu veux faire. Et puis, on discute, on troubleshoot avec les personnes qui produisent l'équipement. Puis là, à peu près 2 semaines plus tard, ben, on reçoit quelque chose qui est vraiment c'est tailored à toi. Donc, c'est sûr que c'est une expérience qui est hors du commun. Mais moi, ce que je trouve vraiment le plus cool, c'est le concept équipe. C'est sûr que les camps d'entraînement, pour moi, je vais adorer ça. On a fait un stage, là, justement, quand je suis allée en Europe au mois de décembre. On a fait un stage avec toute l'équipe. Donc, il y avait des gens que je n'avais pas rencontrés. Donc, ça augure très bien là, pour la prochaine saison. Puis, c'est sûr que, tu sais, pour résumer le tout, c'est vraiment comme un pas dans un nouveau monde. C'est Ouais. vraiment comme ça que je le décrirais. Là. C'est vraiment comme la prochaine étape, en fait.
C'est le fun. J'ai l'impression, tu sais, je suis plusieurs athlètes comme toi qui sont dans l'équipe Salomon, puis ça me fascine, moi, la vitesse à laquelle Salomon produit justement ces prototypes-là pour ses athlètes. On avait vu Mathieu, je pense que c'était les Guêtres pour le Marathon des Sables qui testaient des choses avec l'Espadrille Salomon. Puis j'avais aimé ça quand je voyais à chaque année vos camps d'entraînement à Annecy, la visite d'espèces d'endroits où tout se passe, puis tu as l'impression que c'est un laboratoire comme dans les films de science-fiction où justement ils vont prendre toutes les mesures puis ils vont produire des choses pour toi. Puis je pense que Salomon, dans leur force, il y a vraiment ce côté-là de développer des outils directement pour leurs athlètes. Puis ils le montrent, c'est ça qui est le fun. Des fois, il y a d'autres compagnies qui font ça comme j'ai l'impression en secret ou quand il y a un nouveau prototype, ils vont camoufler le truc, on va voir des coureurs avec des espadrilles zébrées parce que je pense que quand c'est un quadrillé noir et blanc, on peut pas regarder, on peut pas voir à quoi ressemble l'espadrille puis il court avec des prototypes. Salomon, il l'assume pleinement, il montre ces choses-là, puis c'est le fun de voir, il y a le côté geek derrière peut-être qui parle, mais de voir toute cette usine-là, toute l'équipe d'équipementiers derrière Salomon qui va aller préparer les trucs. Comment c'était la première fois quand tu es rentré dans les laboratoires à Annecy? Ben, c'est ça, moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, en tant que telle, je suis pas geek de matériel. Fait qu'au début, j'étais comme, tu sais. Puis honnêtement, c'est comme ça que je le voyais, j'étais comme, ça me change pas grand-chose. Tu sais, moi, je suis ici plus pour le côté social. Puis tu sais, oui, l'équipement, mais donnez-moi votre chose, ça va être parfait, là. Mais plus je parlais avec les gens, puis plus ils me demandaient ce que je voulais, plus, en fait, c'est vrai que j'ai une opinion. Hein, tu sais, c'est juste que j'y pense pas, puis je me dis, Ouais. ça fait la job, tu sais, y a pas de problème. Mais s'ils me le demandent, puis je réponds, ben là, ils me disent, OK, mais on peut te faire ça. Puis là, je suis comme, OK, attends un peu. Je savais pas que vous pouviez faire ça. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais, tu sais, ils m'ont envoyé des souliers pour courir dans la neige. Ça a changé ma vie, là, dans le sens que, Ah ouais. tu sais, j'ai les pieds protégés, les pieds au sec. J'ai des spikes, c'est exactement comme j'ai besoin. Tu sais, ça a vraiment, pour moi, ça fait tu sais, c'est fou comment ça fait une différence. Puis j'ai réalisé, tu sais, au début, j'étais comme, n'importe quel soulier, ça marche, là. Je pense encore que n'importe quel soulier, ça marche, mais c'est sûr qu'un soulier qui protège ton pied, qui fait en sorte que t'es pas mouillé, c'est sûr que ça augmente l'expérience, puis c'est mieux, là. Donc, c'est vraiment... Et puis l'autre chose qui m'a envoyé, c'est je parlais du sac dans lequel je traînais mon ordinateur pour aller travailler. Tu sais, j'avais un sac qui faisait la job, puis que tu sais, en fait, j'utilisais plein de sacs différents pour aller au travail. Et puis là, il m'en a envoyé un qui est comme fait expressément quasiment pour mon ordi. Je le mets sur mon dos, mon ordi bouge pas. Puis c'est comme si j'ai pas d'ordinateur sur le dos. Ça aussi, ça a changé, tu sais, ça a changé mon commute. Fait que c'est des petits détails qui sont vraiment cool, puis qu'on on va pouvoir travailler dessus sur plusieurs choses. Puis évidemment, l'optique par après, c'est qu'ils peuvent prendre notre feedback puis le faire dans la gamme pour tout le monde. Ben oui. Donc évidemment, c'est pas juste du tailoring à chacun d'entre nous, mais c'est pour avoir notre feedback pour pouvoir le faire. Mais après ça, nous, on le teste, on leur donne du feedback, puis après ça, ils sont capables de le refaire. Donc, c'est ça, c'est une expérience que j'ai adorée. Et puis, je m'attendais pas à adorer ça autant que j'ai adoré ça, en fait. Ouais, puis tu sais, on le voit à quel point ça peut faire une différence, un matériel qui est fait pour. Puis comme tu dis, après ça, ils vont prendre ces choses-là qu'ils ont développées pour des athlètes de l'équipe, puis ils vont le mettre dans le produit qui se retrouve sur les tablettes. Moi, le meilleur exemple, c'est que j'ai longtemps eu la même veste Salomon, une veste de course hydratation standard. Puis à un moment donné, j'augmentais les distances, puis je me rendais compte que cage thoracique, mais surtout le ventre, des fois avec la digestion, mon ventre va gonfler un peu, puis je devenais un peu oppressé dans dans ma veste, puis d'essayer de la lousser pendant, c'était compliqué. Puis à un moment donné, pour une autre raison complètement, j'ai acheté une nouvelle veste, une 2020-2021, je sais pas, plus récente. J'ai Ouais. vu à quel point c'était hyper facile de délousser, puis ça a changé ma vie sur le dernier 100 000 que j'ai fait sur la CCC au QMT l'année passée. Chaque fois qu'elle m'a emmené en course, je sais pas si c'est juste une sensation ou littéralement mon ventre gonfle plus, mais à un moment donné, tu te sens compressé dedans, puis tu pèses sur un bouton, c'est niaiseux, puis tout se lousse, puis ça s'adapte à ton corps, puis c'est un mini changement qui a fait que ma vieille veste, ben, fallait que je m'arrête, puis que je gosse, puis je traînais ma perceuse, puis une scie, on dirait, pour changer, puis adapter la patente. Tandis que là, je pèse sur un bouton, boum, l'élastique s'agrandit, puis soudainement, ça respire. C'est le genre de petits changements que tu vois entre deux modèles qui font la différence dans une course, puis c'est niaiseux, mais courir en se sentant oppressé dans une ceinture, c'est pas le fun, tu sais. Fait que c'est un Ouais, ouais. mini-exemple, mais c'est le fun de voir ces changements-là qui peuvent aider dans une course, là. Ouais, c'est vraiment drôle parce que justement avec les gens qui produisent les sacs, j'ai eu pratiquement la même conversation. J'avais le même problème, puis je leur disais ça. Et puis là, ils me montraient tous les différents sacs qui pouvaient faire ça, puis qu'est-ce qui m'aiderait, puis
Puis, tu sais, parce que moi, j'ai expliqué que durant l'UTMB, quasiment à la fin, moi, j'ai couru avec le sac couvert. Ouais. Fait que, tu sais, c'était super intéressant parce que c'est vrai que dans le fond, tu sais, on peut développer des choses. Puis, tu sais, si on court beaucoup, évidemment, on a du feedback qui est quand même constructif. Donc, non, j'ai vraiment adoré, en fait, faire partie de ce processus-là. Puis, comme je te dis, à la base, je suis pas quelqu'un qui est super picky, là, tu sais, mais je réalise qu'en fait, oui, j'en ai une opinion, puis c'est cool de pouvoir contribuer un peu là, au développement de l'équipement. Fait que non, ça va être le fun. Je pense là, on va faire ça. On y retourne, c'est ça, avant d'aller. Dans le fond, notre camp d'entraînement est au Portugal, puis avant d'aller au Portugal, on retourne à Annecy, puis on va voir un peu là, tout l'équipement pour la prochaine saison. Vraiment trippant. Costa Rica, ça s'en vient vraiment bientôt. Je te souhaite une Oui. bonne course. Amuse-toi. On va Merci. suivre ça à distance, bien sûr, comme d'habitude. Puis on aura l'occasion de se reparler après la course, savoir comment ça a été ce Coastal Challenge-là, ces 6 jours de course au Costa Rica. On va dessus, ça va être bien le fun. Ben merci. Écoute, j'ai hâte de le vivre puis de le partager avec vous, c'est certain. Moi, je termine parce que là, j'ai un enregistrement devant le public qui s'en vient au Noctem, à l'endroit où tu étais venu la dernière fois qu'on s'était parlé en novembre. Puis, OK. je vais faire tirer des places. Là. Je vends pas de billets. Là. On fait ça à bonne franquette, puis on donne des places à ceux qui sont assez craqués pour écouter l'épisode en premier puis qui ont les réponses. Fait que les gens pourront m'écrire la réponse par Facebook, par Instagram, dans la messagerie privée. Mais je pense que pour faire tirer 2 fois 2 places, donc on va avoir 2 gagnants qui pourront venir à 4, je vais demander les 2 premières personnes qui vont m'écrire la bière que tu buvais cette fois-là au Noctem. Je pense que tu l'avais dit dans le début d'épisode. On va assumer que tu l'as dit, puis au pire, ça sera une Ouais, je l'ai question dit. piège. Mais ça me semble que tu l'avais dit. Oui, je l'ai dit. Fait que les gens, si vous le savez par cœur, vous êtes vraiment très fort, puis vous méritez de gagner vos places. Si vous êtes assez vite pour aller réécouter l'épisode, puis revenir, puis m'écrire dans les commentaires, les 2 premières personnes qui ont la bonne réponse gagneront 2 places pour l'enregistrement devant le public qui va être le dimanche 19 février à 13h. Fait qu'il faut être disponible, il faut être dans le coin de Québec, dans ce coin-là. Donc, on avait du fun au Noctem, l'ambiance était le fun. Ouais, vraiment. Fait que 2 personnes qui pourront peut-être l'emporter. Ma fête est le 18 février, fait que je me gâte cette année. Je me dis, pour ma Nice. fête, je me fais un enregistrement devant le public. J'ai 2 invités qui sont déjà décidés. Ça va être le fun. Donc voilà, 2 gagnants, 2 gagnantes pourront réclamer leur place. Faites vite parce que d'habitude, les gens écoutent l'épisode puis rapidement, j'ai les réponses. Donc la bière que Marianne buvait cette journée-là. Marianne, toujours un grand plaisir. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu une fois de plus pour je sais même plus c'est quoi la participation. 11e, 12e, je sais pas. Mais sais pas. merci beaucoup de continuer à partager comme ça à la communauté. Je le sais qu'à chaque fois que j'annonce qu'il y a un en route avec Marianne qui s'en vient, les gens sont toujours hyper enthousiastes. Ils ont hâte de savoir comment tu vas t'entendre un peu, comment ça se passe de l'intérieur. Fait que merci beaucoup. Ben écoute, merci de me recevoir. On Comme se reparle d'habitude. bientôt. À bientôt. On va sûrement se recroiser très bientôt. Comme d'habitude, moi, je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est ton partenaire, mon partenaire, le partenaire du podcast. NAC est partout, puis on les aime. Partenaire officiel de Pas sorti du bois. Noctem qui m'avait fourni aujourd'hui une suricate framboise, une excellente bière. Fruité, c'était excellent. Puis Capic 1 qui est aussi un partenaire de confiance depuis longtemps de Pas sorti du bois. Merci à ces compagnies-là, merci à toi Marianne, puis tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.